Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode, ce premier épisode officiel de Trek Analyse. Analysons la saison 3 de Star Trek Enterprise, toujours en présence de notre Klingon international, universel. S'il y avait un Mister Klingon universel, et il battrait tout le monde à plat de couture. Thierry, salut Dragor, comment vas-tu? Salut, santé. Mais pas des pieds. Ça va, super bien. Je suis de nouveau très content d'être avec vous pour parler d'Enterprise. D'Enterprise, et surtout qu'on démarre, ça y est, la saison 3 officiellement, pour de vrai. Je ne vais pas m'aventurer à dire de quel côté tu es sur ma gauche, parce que la dernière fois je suis bien passé pour un couillon. J'ai compris que l'effet miroir ne fonctionnait pas sur ma webcam, mais bon voilà. Et notre troisième chroniqueur habituel, ça y est, dès la première émission c'est habituel, je ne sais pas pourquoi, en route toujours pour les 10 000 avant la fin de l'été. Sean, salut, comment vas-tu? Ça va très bien. Moi, je suis en dessous, c'est facile. C'est par là. Voilà, en dessous de tout. La dernière fois, tu avais un t-shirt, on n'en a pas parlé, t-shirt de Fast and Furious 10. Quelque chose à dire dessus? C'est une passion chez toi, Fast? Ouais, pour me défendre, c'était un t-shirt de Fast and Furious 1. Ah d'accord, pardon. Je l'ai pas reconnu. On va juste dire que Fast and Furious 10, ça n'est pas Fast and Furious 1. Voilà, on va s'arrêter là. Ça marche. Et aujourd'hui, tu nous as quoi? Nandor the Relentless. C'est quoi ça? C'est du Star Wars? Non, What We Do in the Shadows. J'ai jamais entendu parler de What We Do in the Shadows, ça m'étonne. Moi, j'ai vu le film, mais j'ai pas vu la série. Mais le film est assez cool. Ouais, le film, c'était comme une espèce de classique culte d'humour, mais c'est des vampires qui vivent de nos jours, sauf que c'est un peu des abrutis, quoi. Mais si, ça y est, j'ai vu le film, ouais, et qui m'a fait beaucoup rigoler, ouais. Ça, c'est la série. Le pilote de la série est plus ou moins le film recréé, mais en 20 minutes. D'accord. Puis la série a pris ses propres ailes. Mais ça, c'est une très bonne série, okay. Honnêtement. Ah ouais. Et moi, j'ai un t-shirt Bailey is gonna hug you, parce que vive le catch. Bien, on se retrouve tous les trois à nouveau pour parler de Star Trek, saison 3, épisode 1, cette fois, The Xindi, The Xindies, du coup, en anglais, et à la recherche des Xindi en français. Mais, tout le monde s'en fiche de ton t-shirt, Thierry. T'as un t-shirt noir, tu nous le montres pas. Moi, du coup, je pensais que t'avais juste un t-shirt noir. Qu'est-ce qui montre ton t-shirt? Excuse-moi. Non, mais c'est une blague, on s'en fout. Mais si, c'est Keizoko Sentai Gokaiger. C'est des pirates de l'espace. Ah oh, des pirates de l'espace. Ah, mais en plus, c'est thématique avec... Oui. non, pas ce soir, avec l'émission de la semaine, de la prochaine émission. Parce qu'on va faire croire aux gens qu'on fait une émission, un enregistrement, d'accord? C'est vrai, on s'en va et on revient. J'ai prévu un autre t-shirt, je vous préviens de suite. En fait, on est le 6 avril et on a tout enregistré d'un coup. Ouais. Voilà, tout a été enregistré. Oh mon Dieu. Les 26 épisodes en une nuit. Où en étais-je? Avant de commencer à vous parler de cet épisode, on va faire un petit jeu. Parce que, non, déjà, je tiens à vous remercier toutes et tous, auditeurs, auditrices, visionneurs, visionnistes, je ne pense pas que ça se dise, mais la première émission a eu très bon retour. Alors, la seconde tarde à arriver, c'est ma faute, parce que j'ai décalé 2 fois le rendez-vous, mais bon, j'en assume l'entière responsabilité. Mais la première émission a eu pas mal de bons retours. On m'a fait un commentaire de reproche, c'est qu'on ne parle pas assez de T'Pol. Bon, ça va, ce soir on va parler un peu plus de T'Pol, si vous voulez. Bon, c'est cool. Et sinon, oui, voilà, ça a bien marché. Très bon taux de rétention sur YouTube, donc ça veut dire que la plupart des gens qui cliquent sur la vidéo restent jusqu'à la fin. Et ça, c'est assez rare sur ce que j'ai l'habitude de voir sur Star Trek pour les nuls, que ce soit les streams en visuel ou les enregistrements de podcast. Mais avant de commencer à parler de ce premier épisode... S'il y a quelqu'un qui considère s'en aller, il faut qu'il se sente mal.
Ouais, voilà, Parce tu vas te que sentir mal, surtout les autres que restent. j'ai une astuce pour faire encore plus de rétention. C'est affreux ce que je suis en train de Oh mon Dieu. préparer. Je vous propose un petit jeu concours à tous les deux. Et vous aussi dans le chat, vous allez pouvoir participer en dessous de la version YouTube, donc parce que en podcast, ça marche pas très bien. Je vais écrire sur ce papier que je vous présente à la caméra un personnage alien de l'équipage et qui va être mon personnage favori de l'équipage. Pas de l'équipage d'Enterprise, de l'équipage de tout Star Trek. Alors, précision, je n'ai pas vu Star Trek Prodigy, donc aucun alien récurrent de Prodigy. Je l'écris juste un instant parce que je ne l'ai pas décidé. Il faut que je me passe en revue la petite vingtaine de personnages récurrents qui viennent et lequel est mon favori. Le gagnant va gagner une partie de Paramount qui est en train de s'écrouler en ce moment. Et Les ça vient actions avec toutes Paramount les sont en dettes. chute libre. Ah ben oui, d'ailleurs, de toute façon, je pouvais pas choisir Prodigy parce que Prodigy, c'est plus du Star Trek Ce apparemment. n'est plus une série Star Trek. Ils le louent, ils le vendent, ils s'en débarrassent. Ça ne fait plus partie de la liste officielle de Star Trek. Mon Dieu. L'irrespect. Hop. Alors, je l'ai noté, ça y est. Je ne vous le montre pas, mais il est noté derrière mes doigts. Tous les deux, j'aimerais que vous me disiez chacun un nom de personnage et voir si vous avez gagné. On le révélera à la fin de la vidéo. Et vous aussi, dans les commentaires de cette vidéo, marquez le nom du personnage que vous pensez que j'ai en tête, l'alien de l'équipage, toute série confondue. Alors Thierry, tu penses à qui? Alors, je sais que c'est pas Jadzia Dax parce que tu l'aimes pas. C'est pas vrai. Je l'aime beaucoup. Et non, c'est pas toi qui râlais à un moment donné que tu disais que tu supportais pas le personnage, qu'elle était trop, qu'elle réussiterait, c'est trop tout. Et qu'elle Bah, était trop, en fait, avenante. ça va être parti pour 1 heure. En fait, Jadzia, c'est un peu la Riker de Deep Space Nine. C'est le renard qui réussit tout, qui arrive toujours à s'en sortir très mal. Sauf quand il s'agit de passer une porte à un moment. Bon, bref. Mais désolé, c'est un peu gratuit. Mais c'est vrai que c'est un peu cheaté ce personnage. Mais bon, non, je la déteste pas non plus. Mais je te sens bien sur DS9, donc je dirais Kira. Kira Nerys. C'est vrai que j'aime beaucoup les Bajorans en plus. Et toi, Toti? L'alien de l'équipage. Est-ce que c'est supposé avoir un rapport quelconque avec l'épisode? Non. C'est vraiment Complètement. juste. Ah. Je veux dire Flox parce que tu essaies de nous piéger peut-être. Flox. Ok, c'est noté. Ou alors Réponse. c'était littéralement T-Paul parce qu'on n'en parlait pas assez. Donc il a dit je vais faire un jeu pour en parler plus. Donc j'ai noté vos réponses et on verra à la fin de cette émission lequel de vous deux a raison. Bien, à la recherche d'Exindi, première diffusion. Alors il se trouve que sur les Blu-ray est écrit la première diffusion de chaque épisode. Je n'ai pas regardé pour l'épisode Notre Pilote, hein, donc le dernier épisode de la saison 2, mais à la recherche d'Exindi a été diffusé pour la première fois le 10 septembre 2003, soit 2 ans moins un jour après l'attaque du 11, l'attentat terroriste du 11 septembre. Peut-être que ça a une répercussion sur l'histoire qu'on va nous raconter, probable. J'ai fait à nouveau le tour. Ah, j'ai oublié d'ouvrir mon tableau avec les notes. Désolé, ça va prendre 3 secondes. Voilà, ça y est, t'as détruit toute la rétention, là, ils sont tous partis. Là. C'est l'Exindi, donc, sur la CFST, donc la communauté francophone de Star Trek. L'épisode prend une note plutôt basse, hein, je trouve, de 6,29 sur 10. Et sur Ultime Frontière, 7,58, hein, ce qui fait une moyenne de 6,94. Et c'est assez étrange parce que dans les commentaires, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont noté sans commenter. Habituellement, les gens, quand ils sont pas contents, ils marquent c'est de la merde et tout. Il n'y a pas tant de remarques négatives. J'en ai noté 2 particulièrement fortes. Une qui dit très manichéen tout de même, frise par moment l'infantilisme. Et un deuxième qui dit simplement ridicule. Bon, voilà. C'est encore un tweet.
Ouais, ça, oui, voilà, on dirait du tweet. Mais pourtant, c'est des commentaires qui datent d'il y a plus de 10 ans sur des forums. Mais bon. Remarque positive, par contre, bon épisode qui sait nous montrer direct les enjeux et les complications. Et c'est tout bon, j'ai envie de m'enfoncer avec eux dans l'expansion delphique. Est-ce que vous avez envie de vous enfoncer avec l'équipage de l'Enterprise dans l'expansion delphique, vous deux? C'est un peu trop terrifiant, donc non. Ouais, voilà. Mais déjà, Comme spectateur, ça va, mais être sur le vaisseau physiquement, non merci, c'est bon. Ah, c'est rigolo, il y a des défigurés. Bien. Scène numéro 1, c'est parti. L'épisode s'ouvre directement sur un petit rappel rapide de notre épisode pilote. On remet les bails à jour. Scène numéro 2, il n'y a rien à dire. Vous avez des trucs à dire sur le Bah, récapitulatif? Non. c'est le récap. On a dit ce qu'on avait à dire dans le pilote, donc Voilà, on va peut-être skipper les pas. récaps, personnellement, je le ferai parce que Ben, ouais, bon, après, ils sont rapides. Là, j'en ai profité pour préparer ma mise en page. Voilà. Scène numéro 2, direct, la réunion des Xindi. Donc les Xindi sont divulgués direct. J'avais oublié qu'on les voyait si tôt, je pensais que ça viendrait vers l'épisode 3 ou 4. ouais, Les... je me rappelle justement que quand on enregistrait le pilote, tu disais que ça te plaisait pas trop, enfin, tu disais qu'ils apparaissaient trop tôt à ton goût. Voilà, et Et déjà en en fait, pensant qu'ils apparaissaient à 3 ou 4, c'était trop tôt. Ben, en fait, dès l'épisode 1, je trouve que c'est dès la première scène de l'épisode 1, techniquement je la trouve que première c'est scène de trop tôt. l'épisode. Et ben, moi, en voyant le truc, finalement, donc j'ai de suite pensé à toi parce que tu peux pas faire plus tôt, quoi, dans la saison. Oui, là, Mais en fait, moi, ça me plaît bien parce que, bah, déjà, on évite une mystery box. Alors ça, c'est peut-être parce que j'ai vu un peu trop de séries actuelles, pas spécialement Star Trek, mais de manière générale, et que les mystery box, j'en ai ras le cul, je supporte plus. Et du coup, là, on les voit tout de suite, donc on est tranquille, on sait que ça va pas être le mystère à la con qui va s'éventer à la dernière minute, où on va s'apercevoir qu'en fait, c'était un mystère tout nul qu'on n'avait pas envie de savoir. Là, au moins, on sait dès le départ. Et deuxième chose que je trouve vachement bien, c'est que tu avais ce final de la saison 2, c'est encore le cas dans cet épisode-là d'ailleurs, mais justement ça nuance l'épisode, c'est que on avait vraiment ce côté guerrier, vengeur, allez on va y aller, on va leur péter la gueule, et là on voit que c'est plusieurs espèces qui cohabitent et qui discutent, qui ont des points de vue différents, et à ce moment-là on ne sait pas que ce sont tous des Xindi. Ouais. C'est-à-dire que on ne sait pas ils viennent tous de la même planète. Et en fait, on peut facilement imaginer. Waouh, spoil que alerte, moi je le savais on, pas. on peut facilement, on le sait dans l'épisode, mais on peut facilement imaginer que c'est une coalition de planètes, genre une fédération. Tu vois ce que je veux dire? Et Ouais, du tout coup, à fait. ça crée un rapport complètement différent aux Xindi que ce qu'on avait sur le final de la saison 2. Parce que non seulement on les voit, mais on voit qu'ils ont une diversité qui est pas, que la fédération n'a pas spécialement enviée. Et donc ils sont plus proches de finalement de ce qu'on aime, la partie avec qui on est en empathie normalement. Donc je trouve que ça nuance beaucoup toute la suite de la saison, en fait, de commencer par leur point de vue à eux. Le désamorçage. Ouais, mais tu vois, je sais pas, on aurait pu faire le même épisode, tu vois? Surtout avec la révélation qu'on nous donne, vers la fin de l'épisode, à savoir que le Xindi qu'on a trouvé n'est pas le même Xindi que l'autre Xindi, et cetera. On va en reparler dans 5 minutes. Tu vois, ça aurait pu faire une petite accroche, se dire: «Mais qu'est-ce que c'est quand même?» machin. Mais bon, Je tu comprends en penses quoi, Sean? je comprends ce que tu veux dire dans le sens où si l'épisode n'avait pas cette espèce de reveal par la suite de comme ah mon Dieu, mais son doigt, c'est pas la même chose que l'autre qui était. On vient de découvrir qu'il a des écailles. S'il n'y avait pas ça, peut-être que ça choquerait moins. Là, ça fait un peu comme le reveal de Shinzan dans Nemesis, où il y a carrément une scène où il parle avec son Viceroy. Et après, une couple de scènes après, là, il est dans le noir, puis il se révèle à Picard. Puis c'est comme, ok, mais on l'a déjà vu, le gars. Mais moi, ça m'a pas dérangé. Au contraire, je suis un peu avec des ragards, là. Comme on commence sur les Indies, on voit qui ils sont. C'est intéressant de voir qu'ils sont vraiment différents. Pour la première fois, en plus, on voit vraiment comme une race complètement aquatique.
une Ouais. espèce complètement aquatique dans Star Trek. Ils J'aime parlent comme beaucoup. des baleines et tout le monde est là. Oui, oui, faisons ce que dit la baleine. Oui, l'autre il parle comme une baleine, l'autre il fait des cliquetis parce que c'est Mm. clic 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 parce que c'est un insecte. Non, j'aime bien le principe. Puis Ah, mais attendez, j'ai oublié de. ayant vu des séries modernes, ben, on va dire des choses qui sont venues comme bien après Enterprise, ça m'a fait penser un peu à ce que peut nous donner comme Rome ou Game of Thrones. Tu sais, d'avoir comme un conseil d'ennemis qui suit pas forcément notre groupe de héros. Oui, Donc tout à j'aime fait. bien, je trouve que ça donne de la largeur, de l'ampleur à la saison. Ok, ouais. Donc ça y est, je les ai affichés à l'écran pour celles et ceux qui nous regardent sur YouTube. Les Xindi, donc on nous présente les cinq espèces différentes. Comme le disait Thierry à l'instant, à ce moment-là, on ne sait pas encore que ce sont des Xindi, qui sont tous Xindi. Donc il y a une espèce totalement insectoïde qui semble très craintive, qui a peur que la Fédération vienne en force et appelle à la destruction immédiate de l'Enterprise. Ils sont particulièrement agressifs. Et au final, bien que les voix diverses oula, mes notes, c'est catastrophique. Bien que les voix soient diverses, les Xindi marins semblent appeler à l'unité. Et à ce moment-là, même si on ne sait rien d'eux, ils semblent à la fois une force effrayante, puissante, mais également effrayée. C'est assez intéressant. Comme vous disiez, tous les deux, on a direct une révélation. Quelque part, c'est comme si on désamorçait le désamorçage, c'est-à-dire qu'on a un désamorçage de l'espèce et de suite des dissidences. C'est quelque chose qu'on aurait pu voir arriver beaucoup plus tard, mais en fait, alors c'est pas des dissidences, c'est juste des points de vue pour le moment. Ils sont pas forcément d'accord sur la méthode à suivre, mais on sent bien qu'ils ont peur par contre, et ça c'est intéressant. Je vois qu'ils n'ont pas toutes les informations non plus parce que je pense qu'il y en a un qui dit que toute la flotte des humains va arriver. Alors, c'est ce que dit l'insectoïde. Il dit que l'Enterprise est probablement Un précurseur de. ouais, voilà, et, précède l'arrivée de la flotte entière. Il n'y a pas de flotte là. Je pense qu'ils ont littéralement un vaisseau à ce stade-là à la Terre. Ils ont littéralement juste Enterprise, je pense. Non, Mais, non, il y a d'autres vaisseaux, mais pas aussi rapides que l'Enterprise. ouais. Et Ah oui, le les espèces de suivant est en machins train de en construction. flèche là. En pointe de. Ouais, en triangle. D'accord. Je me souviens plus. Générique. Le générique est beaucoup moins bien que dans les saisons précédentes. Ils ont instrumentalisé, là, l'instrumental est trop mis en avant, je trouve. Tellement dommage. Ça fait en plus It's been a long road. Alors que jusqu'à présent, on avait un truc, c'était cool, c'était sobre, quoi. Et là, c'est un peu trop. Hey, it's been a long. Bref. Moi, ça me choque pas. Je l'aime aussi, cette version du générique. Ah ouais? Ouais. Moi, je trouve tellement dommage. Si quelqu'un est capable de nous façonner Faith of the Heart, mais avec la voix de William Shatner en IA, ça me plairait bien, s'il vous plaît. Si quelqu'un arrive à faire ça, on l'utilisera en musique de générique de ce podcast. Scène numéro 3, Archer, T'Pol et Reed font des trucs sur des ordis dans ce qui semble être une nouvelle pièce. L'Enterprise se dirige vers une mine à la recherche d'un Xindi. On nous confirme dans la foulée que c'est bel et bien une nouvelle pièce. 6 semaines que l'Enterprise est dans l'étendue et il ne trouve rien du tout. Archer est particulièrement tendu. J'ai noté entre petites étoiles pour que ça soit gras. Il met une belle engueulée à Reed qui veut agir avec prudence. C'est normal pour un agent de sécurité. Et c'est à ce moment-là qu'il confirme qu'on est dans une nouvelle pièce. Qu'est-ce qu'on fait là, à votre avis? Est-ce qu'on est là pour agir prudemment? Non, on est là pour foncer dans le tas. Un peu teubé de la part d'un capitaine, mais bon. Notons la nouvelle tenue de T'Pol. Pardon. Il fallait parler de T'Pol. Il faut parler de T'Pol. On parle de T'Pol. C'est un plan séquence. Oui, moi c'est une phrase qui m'a marqué. En anglais, il dit We don't have the luxury to be safe or cautious anymore. Donc, on n'a pas le luxe d'être, je sais pas quoi, précautionneux et sécuritaire. Je sais pas comment traduire ça en français. C'est peut-être un peu trop du mot à mot. D'agir avec Mais prudence. bref. Et en fait, justement, c'est
toi, tu trouves que ça fait pas trop capitaine. Il faut mettre ça en rapport avec le fait que ça fait 6 semaines qu'ils cherchent et qu'ils n'ont aucun indice à part celui-là qui est un peu douteux. Donc, et que de leur point de vue, la Terre peut être détruite d'un moment à l'autre par les C'est Grillis, vrai. quoi. Ouais. Donc effectivement, ils ont pas le luxe de faire attention. S'ils ont une piste, il faut qu'ils l'exploitent, quoi. C'est vrai. C'est très vrai ce que tu viens de dire. Donc, comme je disais, c'est un plan séquence, nouvelle tenue de T'Pol, qui, ben oui, c'est logique, elle ait une nouvelle tenue, en fait, parce qu'elle n'est plus là au nom des Vulcains. C'est quoi? C'est un empire, les Vulcains? Non, c'est quoi? Comment ça fonctionne? C'est des triumvirats? Je sais pas. Bref, elle n'est pas là pour parler pour les Vulcains, elle est là pour parler en son nom. Donc, elle a le C'était droit de un s'habiller en royaume pendant un orange. moment, non? Je sais que Je T'Pring, sais même c'est pas une si on est princesse, non? courant. Il me semble. Mais Ou je rêve. Sarek, c'est pas un prince de Vulcain? Ou il était marié avec une princesse de Vulcain? En tout cas, il y a des monarques là-dedans. Dites-le nous dans les commentaires. Je suis désolé pour les fans des Vulcains, mais alors la situation Personne n'est politique fan des de Vulcains. Personne n'était fan des au- Vulcains avant que Enterprise débarque. Là. au 22e siècle. Alors que c'est la pire époque des Vulcains, c'est là où ils sont les pires. Bref. Ouais, mais Scène numéro 4. on les humanise plus, tu sais, pour pas trouver. J'ai pas de meilleur C'est mot, vrai, mais. Ils Tiens, sont je vais faire différemment. romulanisés. Ils sont romulanisés. Scène numéro Un peu. 4. Oshi mange aux messes avec la nouvelle force armée de l'Enterprise. On nous y présente des bidasses dont j'ai pas eu le temps de noter les noms, sauf Chang, qui non seulement porte un nom raciste, mais en plus est joué par un futur acteur de Oh. Lost, qui est coréen et non chinois. Donc c'est pas normal qu'il s'appelle Chang, je pense. Et Pardon. L'autre, c'est Hayes, il s'appelle. D'accord. Le chef, là. Le chef Hayes. Ben, c'est celui qui revient, hein, de toute façon, donc il va falloir que je me le note quelque part. Il y a un truc que j'aime beaucoup dans cette scène, si je peux me permettre. Oui. C'est que c'est pas une scène tendue. Non, c'est vrai. Au contraire, c'est posé, c'est amical même. Ils sont souriants, ils rigolent. Alors que dans n'importe quelle autre série, c'est vraiment le moment où les scénaristes ou les dialoguistes s'amuseraient à créer de la tension, genre eux ils sont nouvellement arrivés, ils n'ont pas la même philosophie parce que c'est pas des explorateurs et tout, donc ça serait tendu, ils seraient là, ils se menaceraient et tout. Ils vont le faire après avec Reed, mais là pour cette scène, c'est vraiment l'introduction du Mako à ce moment-là. Là c'est Oshi et eux s'entendent super bien, c'est très amical, ils échangent de manière très positive. Néanmoins, la conversation se termine un peu expéditivement. Ils se lèvent tous et ils lui disent bon appétit. Et ils s'en vont, ils la laissent toute seule, la pauvre. Elle vient de s'asseoir. Oui, vas-y. Petite parenthèse, Daniel Day Kim, on l'a déjà vu dans Voyager, dans l'un des meilleurs épisodes de Voyager, là, où il est sur cette espèce de planète qui tourne très vite et donc qui évolue rapidement. Et c'est lui, il fait partie des 2 astronautes qui s'en viennent voir Voyager, dans le fond. Alors, juste Thierry, quand tu as les images de ce dont tu parles, il faut me le dire. Je l'aurais mise à l'écran. Désolé. Il a mis même avec les sous-titres pour souligner la phrase. Je pensais que tu avais regardé les captures d'écran avant. Non, j'ai pas. Oh mince, spoil alert. Non, j'ai pas eu le temps. Ça a été un peu tendu ce soir. Donc, comme je disais, les bidas ont l'air de vouloir en découdre. Scène numéro 5. Hop. Tucker et Archer vont vers un hangar. Stop. Tu vas trop vite. Quoi? Est-ce que vous êtes d'accord avec les Mako? Ah. Est-ce que vous êtes d'accord avec le concept de cette espèce d'opération militaire, ces gammes militaires qui ne font pas partie de la Fédération ou Starfleet, qui sont juste... Dans le fond, c'est l'armée de la Terre qui est là. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Est-ce que vous les aimez? Déjà, la Fédération n'existe pas encore, donc ils ne peuvent pas en faire partie. Et dans cette mesure-là, donc Starfleet n'est pas encore devenu à la fois la flotte d'exploration et la flotte de défense de la Fédération. Donc ça me paraît sensé que la Terre unie est une armée, ouais. Ok. Alors, c'est censé. Et compte tenu des informations qu'ont les terriens à ce moment-là,
Et puis de toute façon, ils n'ont pas joué là-dessus, c'est Archer qui les a demandés. Donc pareil, ça me semble assez logique qu'ils soient présents. Et d'ailleurs, c'est peut-être pour ça que le dialogue se passe bien entre Oshi et eux, pour montrer que ils sont les bienvenus, quoi. En tant que spectateur, je trouve ça intéressant parce que du coup, oui, en effet, on a des pacifistes et des militaristes qui vivent conjointement, donc ça va amener des situations cocasses. Et en tant que rien du tout, enfin, si j'étais dans Star Trek, je pense que je trouverais ça normal. Tu trouves ça surprenant, Sean? Non, c'est juste que je sais qu'en ligne, il y a des gens qui sont pas vraiment d'accord avec Mako, certains, mais bon, Ben, Oui, moi, ça c'est va. choquant. D'ailleurs, c'est ce qui revenait sur les forums. Il y a des gens qui disaient, mais on comprend plus, on comprend rien, machin. Mais en fait, il faut contextualiser. L'histoire, c'est parce que là, on met un grand coup de pied dans la fourmilière. Donc, on est en train de frôler la désutopie de Star Trek. C'est dans le courant des années 2000. On met des spécialistes sur le vaisseau, chacun sa spécialité, puis leur spécialité à eux, c'est, on va dire défense planétaire. La bagarre. Non, Ouais. ça a du sens pour moi, là. Moi aussi. Après, je pense que tu parlais des critiques. Je pense qu'il y a eu un truc avec Enterprise quand la série est sortie, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui ne considéraient pas comme valide l'idée de faire une préquelle. Ah oui. Et que ça leur plaisait pas qu'on fasse une préquelle. Et donc, ils ont jugé Enterprise comme si c'était pas une préquelle. Et donc, avec des valeurs et des éléments de contexte de l'histoire qui sont celles du 23e, 24e siècle. Ce qui forcément n'a aucun sens. Et forcément, ça cause. Si tu la considères comme ça pose plein de problèmes en fait. Ouais. Mais à partir du moment où tu acceptes que c'est une préquelle et que ça se passe pas à l'époque où la fédération s'est constituée, la plupart des choses sont logiques en fait. Ouais, c'est une utopie en construction. Ok. On passe à la scène 5 ? Oui, c'est bon, excuse-moi. Scène numéro 5. Tucker et Archer vont vers un hangar. Il semblerait qu'un enseigne du nom de McFarlane ait été blessé. Dans le hangar, tous les containers sont collés au mur et quelques instants plus tard, ils tombent de l'autre côté. Il semblerait que cette anomalie ne soit pas la première. Archer ordonne de sceller la soute et d'attendre que ça passe. Quelque chose à dire ? Ça fait peur ? Oui, déjà, cette McFarlane. Ouais. Est-ce que c'est un hommage à lui? Alors moi, je suis toujours perturbé parce que je pense toujours à Todd McFarlane, le créateur de Spawn, et de McFarlane Toys. Mais à chaque fois, je me rappelle que non, c'est pas lui, c'est Seth MacFarlane, c'est pas la même. Il est politiquement d'un autre bord, je pense, pour être cité dans Star Trek. Ouais, je connais pas du tout l'orientation politique de. Il aime bien l'argent, on va dire. Todd McFarlane. Il est pas raciste ou quoi que ce soit, mais il y a enfin bref, ça m'aurait surpris que ce soit lui. Mais Seth MacFarlane, est-ce qu'il avait déjà fait ses apparitions Ah ben oui. Dans Enterprise, c'est dans quelle saison qu'il apparaît? Dans la saison 4, il me semble. Ah merde. Il me semble, je sais pas. Ça nous prépare à la saison 4. C'est pas les plus beaux effets spéciaux, mais c'est quand même correct pour l'époque. Disons que Half-Life 2 fera mieux. Je sais pas quand sort Half-Life 2. Sinon, toi, tu parlais du capitaine Teubé. Moi, c'est dans cette scène, je l'ai trouvé particulièrement stupide. Il voit tout ça, genre contre le mur, puis il s'avance, puis tu sais, trippy comme. Oui, Tucker lui dit non. Reste là. Ah, excuse-moi, tu sais, non, mais tu fais quoi? Attention, capitaine, ce pourrait être dangereux. Mais non. Je suis le capitaine, moi, il pense. Ouais, mais il en a marre. Écoute, il y a des anomalies tous les jours. Ça fait 6 semaines qu'il n'a pas dormi, tu sais. Ouais, voilà. Aussi bien cette anomalie-là allait faire que le matériel allait être translucide, là où je sais pas quoi, et donc il risquait rien. Peut-être qu'il s'est dit ça. Mais la capture d'écran. Ah, pardon. Hop là. Petite blague sur le fait qu'il n'y a pas de matériaux dangereux dedans. Tucker nous dit bien, si on avait eu, on le saurait. C'est assez marrant ça. Ouais. Et là, donc, on voit enfin les anomalies dont on nous parlait à la fin de la saison 2, quoi.
Ouais. Et, Enfin, moi, on m'a vendu des corps déchirés, intérieur, extérieur et inversé, et on me donne des containers qui flottent. On ouais, peut mais avoir. attends, Il y a justement, seulement une première scène. On peut pas tout mettre dans la première scène de, tu sais, de la saison quand même, là, calme-toi. Là. et puis on nous fait comprendre que ça va empirer en allant plus profond dans l'espace C'est delphique. ça. Donc on voit que là, ils sont que 6 semaines de voyage dans l'espace delphique. Et déjà, il y a des trucs super bizarres qui se passent dans le vaisseau. Bon, Ce qui est tout de même très long, hein, 6 semaines. C'est une manière de plus de se rendre compte de l'immensité incommensurable de l'espace. Hein. Scène numéro 6. Phlox et T'Pol analysent le sang du corps Xindi trouvé dans la sonde. Deuxième fois, j'ai oublié de le dire la première fois avec Oshi qui parlait avec les militaires. Deuxième fois que je me pose la question, en 6 semaines, qu'est-ce qu'ils ont fait pour pas faire ça plutôt Il semblerait que le sang Xindi soit d'origine reptilienne. On parle d'écailles et de sang à l'ADN reptilien. Phlox semble inquiet pour Tucker et demande à T'Pol de lui donner des cours de yoga. Parce que Tucker ne dort pas, il est sous sédatif en permanence et c'est pas bon. Il voudrait le. Comment on dit Le sevrer. alors c'est pas du yoga, c'est le Vulcan Neuropressure. Je Oui, sais voilà. pas comment dire en français. Des cours de relaxation. Pression neuronale Vulcan. Un truc. Oui, bon, des trucs comme ça. Scène numéro 7. L'Enterprise arrive enfin sur la jolie mine toute bleue. En navette, on n'a toujours pas instauré la Capteur téléportation d'écran. comme moyenne d'utilisation. Je vais me faire engueuler. Une jolie mine toute bleue, disais-je donc. Toujours pas de téléportation, hein, on arrive en navette. Reed s'étouffe, Archer lui ordonne d'arrêter de respirer. Première blague ouverte de l'épisode. Dans la Mais mine, suivante aussi. dans la mine, c'est très sombre. Mais attends, je peux pas parler, lire et ah la belle navette Il est avec pas un capable, joli il est pas effet de capable. lumière. Je suis pas capable. Est-ce que c'est dans celle-là qu'ils filment les scènes d'intérieur parce qu'elle m'a l'air toute petite? Ouais, quand ils sont assis dedans, ça doit être ça parce qu'ils sont tous serrés à l'intérieur. Ouais, non, c'est probable. Oh, la spoil alerte. Dans la mine, c'est très sombre, mais c'est l'occasion pour nous de croiser plein de nouvelles espèces de non humaines, notamment le gérant de la mine, qui est super bien travaillé. Visuellement, il est très inspiré, je trouve, de Mad Max 2. Et le gérant, le contremaître, réclame de la thune pour donner le Xindi. Archer dit qu'il n'a pas d'argent, le gérant est pas content. Archer lui dit « Ok frère, mais demande d'abord une preuve que le Xindi est bien un Xindi. » Et alors le mec, il lui donne, paf, un doigt. C'est très pragmatique. Hein. C'est efficace. Je crois qu'on voit sa tête dans la capture d'écran suivante. Hop là, ah, qu'il est beau le troll de l'espace. Il est suintant, il est gluant. Le gars, il sort de Mad et, Max avec son truc. C'est clairement Mad Max 2, ouais. Alors, et Fury Road, d'ailleurs. Il y a un truc à noter aussi dans cette scène, c'est que c'est la première fois qu'on entend parler du Trillium D. Qui, on le sait pas encore. On sait pas encore pourquoi il mine du Trillium D, mais on sait qu'on apprendra par la suite à quoi il sert. Et c'est un truc qui va être assez important pour la suite de la série. Et je trouve ça bien qu'ils amènent les choses par petites touches comme ça. Parce qu'au départ, on se dit, bah, c'est juste du techno, blabla, il fallait qu'ils inventent un matériau pour la mine, on s'en fout, voilà. Et en fait, non. Ouais, et surtout qu'il y a un échange là-dessus. Ce sera plutôt plus loin. Je l'ai pas noté dans mon récap, mais Archer dit à quoi ça sert le Trillium D. Le contremaître lui dit pour isoler les vaisseaux. Qu'est-ce que vous utilisez vous? Lui il dit un alliage, je sais pas quoi, machin. Et c'est vrai, en effet. Je suis d'accord. Je crois. Ouais. Si je me rappelle bien. Ça n'a rien à voir, mais pour ceux qui veulent plus ou moins se situer là-dedans, là, à l'époque de Next Generation, tout ça, ça n'existe plus. L'Expanse, là, le Delphic Expanse. Oh. Mais c'est parce que du coup, c'est pas sur les cartes qu'on a actuellement, les cartes les plus officielles possibles. Mais techniquement, c'est dans le coin du Briar Patch, là où ils se battent avec les Baku dans le film TNG. Oh, d'accord. Ah, Donc, ce qui explique un peu cette nébuleuse étrange. D'accord. Ouais, c'est
pas le même phénomène, d'après ce que je comprends. C'est pas la même anomalie, mais c'est plus ou moins dans ce coin-là. Ce qui est aussi plus ou moins le coin où on perd le Kobayashi Maru aussi. Le vaisseau a été Ok. perdu dans ce coin-là. Ok, Et c'est que le c'est quand triangle même des un... Bermudes Ouais, c'est quand spatial. même un endroit de l'espace où il se passe des Particulier. choses. Ouais. Ok. Alors j'ai eu une discussion sur les cartes en convention parce que on avait affiché une carte qui était dans le bouquin qu'ils avaient sorti sur la cartographie de Star Trek, Mhm. sur le stand. Et il y a un mec qui m'avait sorti son jeu vidéo sur smartphone, je sais plus comment il s'appelle, c'est pas Timeline, c'en a un autre encore, je sais Ah plus, oui, enfin bref. ouais. Et qui m'a dit, mais c'est pas la Trexel. même carte. C'est pas Il m'a Trexel? dit, c'est pas. Ouais, peut-être, ouais. Je sais pas. Enfin, en tout cas, il avait une carte, il m'a dit, c'est pas la même carte, les choses sont pas placées pareil, tout à fait. Et en fait, c'est un peu le truc avec Star Trek, c'est qu'il n'y a pas de carte canon. Non, il n'y a pas de Donc, carte. des cartes officielles, il y en a plein. Et qui sont pas toujours d'accord entre elles, du coup, et il n'y a pas de carte canon. Ah, c'est marrant Voilà. ça. Le C'est seul très que... surprenant de la part de Star Trek. Hein. Non, vraiment pas. Oui, non, pas très surprenant non plus. Honnêtement. Mais ce qui est pas surprenant, par contre, de la part de Star Trek, c'est que souvent, ils vont prendre des cartes ou celles du livre, effectivement, ou alors ils vont emprunter une carte à genre Star Trek Online, puis ils vont foutre ça dans leur scène, dans leur série. Du coup, ils canonisent, entre guillemets, des cartes qui sont non officielles, mais des fois, Ah, c'est ils intéressant. canonisent des cartes qui se contredisent. Ok. Ah bon? Alors ça, je savais pas ça. J'ai pas l'impression qu'il y avait tant d'exemples que ça de cartes canon. Dans genre Et en Strange- général, elles sont tellement un peu C'est floues. c'est spécifique à des régions quand ils les mettent dans les séries. Genre dans Ouais. Strange New Worlds ou dans Discovery, des fois ils montrent, tu sais, comme des frontières entre les Romuliens ou les Klingons. Et donc, du coup, quand ils montrent une carte, ils prennent ça dans le livre officiellement, tu sais, sorti, tu sais. D'accord. Mais D'accord. c'est pas toujours les mêmes cartes qu'ils prennent. Donc, voilà. Mais ce qui met un poids de plus pour Star Trek Online, qui est très très régulièrement cité pour les trucs plus ou moins canoniques, qu'on ne sait pas trop, on va voir ce qu'ils ont dit chez Online. Scène numéro 8. Nous avons droit à une scène de rêve. On le voit de suite que c'est une scène de rêve, je pense, parce que le flou, tout ça. Tucker voit sa sœur mourir. Il l'appelle son nom, que je n'ai pas noté, je me souviens plus, Marilyn. Mais elle lui fait signe qu'elle l'entend pas. Ben, c'est normal, il y a un gros méga rayon de la mort qui se dirige droit sur elle. Ouf, c'était un rêve. Elle est bel et bien morte. T'as une image, je crois. Oui. Ça marche pas comme ça, les rêves, normalement. C'est genre, on se réveille, elle est en vie. Non, c'est comme, non, effectivement, elle est toujours morte. Tout va bien. Non, mais on ne sait pas. Oui, Peut-être mais que c'est l'espace horrible. delphique va la faire ressusciter. On ne sait pas comment ça marche. Hein. C'est marrant cette capture d'écran que tu as fait. J'aurais pensé que tu aurais mis un moment où elle fait coucou, où je t'entends pas. Elle fait des signes avec la main Oui, spatiale. bah, j'ai pris quand j'ai pu. Hein, j'ai pas passé 3 heures non plus dessus. Là, il y a le vent qui repousse ses cheveux sur son visage et puis. Et c'est comment j'y faisais référence. Je pensais qu'elle arrivait plus tard cette scène-là. J'y faisais référence dans notre épisode pilote où justement, je crois que c'est Sean qui tu disais que c'était dommage qu'on voit pas de point de vue de la Terre. Et en fait, bah là, bon, c'est dans un rêve, mais on a un peu, ça nous donne une idée de ce que ça donnait du point de vue de la Terre. En fait, vous allez voir que tous nos souvenirs de la série, ils reposent sur 7 épisodes uniques. Je crois qu'on voit les Xindi vers 3-4. Je crois qu'on a une image de la Terre. Bref. Bon, il n'y a pas grand-chose à dire, mais preuve que Tucker, 6 semaines plus 3 mois, je crois qu'il s'était passé avant le départ, il est toujours aussi tendu. Scène numéro 9. Flox analyse le doigt et dit que l'ADN est très proche de celui trouvé dans la sonde, un peu comme serait proche le Néandertal de l'humain. C'est donc un doigt Xindi, mais pas les mêmes Xindi. Très intéressant ça comme approche, ai-je noté. Une des meilleures idées, en fait je lis ce que je pense, je trouve que c'est une des meilleures idées que la série ait eue à ce moment-là. D'ailleurs, ça pose la question, et si les humains et Néandertal avaient cohabité plus longtemps, que se serait-il passé? Tucker vient et demande de la drogue à Phlox. Phlox prépare son piège. Rien Alors à dire.
Je trouve que c'est. Alors, je trouve aussi que c'est une très bonne idée Ah, d'imaginer plusieurs espèces humanoïdes qui évoluent sur la même planète. Par contre, je trouve que c'est pas forcément ramené de la meilleure des façons parce que, je veux dire, le rapport entre le Néandertal et Homo sapiens, je veux dire, on reste tous des singes, quoi. Alors que ouais, bah, c'est ce là, qu'ils commencent par dire. ils, Hein. Ils commencent par ils dire ont. des chimpanzés et Enfin, des des humains. primates, je veux dire. Et, ah oui, d'accord. Ok. Oui, je vois où tu veux venir. Le souci avec les Xindi, c'est qu'ils appartiennent à des règnes chez les métazoaires qui sont extrêmement différents. Ou en Sur tout Terre. cas, de ce qu'on en sait sur Terre, c'est des espèces qui ont divergé il y a des milliards d'années. Verger. Je ne sais pas exactement combien de temps, mais voilà. Et là, ce serait difficile d'imaginer une espèce qui se serait séparée très très tard, parce que c'est vraiment, je veux dire, c'est comme si nous on avait divergé à partir de l'Homo erectus, et qu'il y en a, il y avait les écailles qui leur avaient poussé, il y en a, ils avaient leur squelette serait allé à l'extérieur de leur corps. Mm. C'est quand même assez improbable. Aïe. Mais je pense que c'est. Chérie, le bébé a un problème. Je pense que c'est juste le dialogue qui a un petit souci dans la manière d'amener le truc. Mais, Ouais, il par faudrait contre, effectivement, imaginer l'idée est une super bien. planète immense avec des continents extrêmement éloignés, et encore, ouais, peut-être. Ça reste des théories. Ils ne Ouais. savent pas. Ils savent pas. Tu sais, Flox, il ne sait pas. Archer, il n'est clairement pas scientifique. Mm. Fait que bon, ils essayent, tu sais, ils disent ça avec leurs mots à eux. Là. Oui, c'est de la Ça me fait, conjecture. Et ça me puis fait on penser peut. à nos dinosaures dans Voyageur. Là. Tu sais, les dinosaures qui viennent de la Terre. Ah, les Vosques. Ouais, les Vosques. Oh, j'avais oublié ça. Mais ils ne connaissent pas encore les Vosques. Là. Mm. Ouais. Ouais. Et après, comme tu dis, on peut aussi imaginer que Flox, il simplifie un peu à l'extrême pour que Archer comprenne aussi. Pour que ce gros con de Texan comprenne. C'est comme les Néandertals. Oui. Scène numéro 10. Archer et Tucker vont payer le directeur de la mine et choper le Xindi. On voit plein d'extraterrestres. J'ai compris que tu allais me dire de remettre cette image. Oui, le... Ouais. Il y en a deux. Question. Ah non, Une oui. question. Est-ce que les benzites verdissent au contact du Trayum D? Ah, parce qu'ils sont bleus normalement. Et ouais. Ouais. Mais pourquoi est-ce qu'il n'y aurait pas des bleus et des verts? Parce que sur Terre, il y a des blancs, des noirs, des jaunes, tout ça. Oui, c'est ça, c'est une très bonne idée. Hémisphère nord, hémisphère sud, comme je les trouvais ça, Boum. Je trouvais ça rigolo d'avoir un benzite vert au milieu de la mine. Parce qu'en fait, la plupart des espèces qu'on voit, c'est des espèces qu'on ne connaît pas. Ouais. Et là, je suis tiens, une espèce que je connais. Et ouais, mais moi, j'ai même pas tilté qu'il était vert. Peut-être qu'il bleuisse au soleil, non? Il est resté tellement dans la mine tellement longtemps. Ou que le Trium D, ouais, inversement. Ouais, l'un ou l'autre. Ouais. Écoute, je sais pas. Mais moi, j'ai même pas tilté qu'il était vert et que normalement, ils sont censés être bleus. Moi, il m'a fait penser à Davy Jones, ce gars-là. Mais... il va frétiller. Je sais plus où je suis. Ah oui, donc le directeur commence à poser des questions super bizarres, mais est coupé par l'arrivée du Xindi aux doigts coupés. Hyper charismatique, dans un genre de linceul. Est-ce que tu nous as mis la photo, Dragor? Non, tu nous as pas mis la photo. Dans un genre de linceul. Le Xindi est OK pour donner les coordonnées de sa planète, mais il demande à être emmené parce que, révélation, il est esclave sur cette planète. Enfin, pour être dans cette mine, soit tu es super méga bien payé, soit tu es un esclave. Hein. Voilà. OK, on sent... Je pense qu'il se voilait un peu la face, là, Archer, là, quand il est arrivé dans cet endroit-là. Le gars, il est super crapuleux, déjà, quand tu lui parles. Tu sais. Déjà, de base, un méchant qui transpire, tu sais qu'il est méchant. OK, mais avec son... Tu sais que c'est pas un bon gars, quoi. On peut avoir des problèmes respiraux et être gentil. Oui, respiratoire. Alors, moi, c'est pas le seul à avoir des problèmes respiratoires, hein, parce qu'il y a tout le monde qui tousse et tout. Tout le monde tousse, tous les gardes ont des masques. D'ailleurs, ça doit attaquer. Il a des esclaves, fait les dépoussiérer, tu sais. Non, mais... Oui, c'est vrai que son bureau est dégueulasse. Hein. Dégueulasse. À ce moment-là, moi, j'ai noté, OK, on sent la Prime Directive en approche. Mais en fait, non. Enfin, les questions de est-ce qu'on va intervenir ou pas, en fait, pas du tout. Ce sera pas le thème de l'épisode. Tucker s'énerve et chope le Xindi.
Et tu as parlé. Et Archer lui dit de se calmer. Mais what? Archer, le mec le plus énervé de tous les temps depuis le début de cette saison, ça fait une demi-heure que la saison a commencé, un quart d'heure, dit à Tucker de se calmer. Bon, bref. Il est jaloux parce que c'est pas lui, justement. Il a pas eu le temps. C'était à moi de m'énerver, merde. Paul appelle Archer pour lui dire que des vaisseaux de guerre sont en approche. Nouvelle tenue pour T-Paul. Oh non! Archer et Tucker sont enfermés avec les esclaves et ne peuvent plus contacter l'Enterprise. À 3 secondes près, tu vois, ils pouvaient... Heureusement, le Xindi, peut les aider à s'évader. Et ça, c'est peut-être dommage d'avoir désamorcé à nouveau une scène en une phrase. Ils auraient pu attendre la scène suivante pour la... Bon, bref. Parce qu'on après, tu sais, c'est la scène où le directeur de la mine là, essaie de les embobiner aussi en disant non, mais c'est des vaisseaux de transport, ils sont armés parce que l'espace deltique c'est dangereux. Bon. Il y a quand même le doute. Tu sais non, ça c'est la scène d'après. Vraiment dans la merde. Ça c'est la scène d'après. Mais oui, après, oui. Ben, après la porte est fermée, ils n'arrivent plus à l'ouvrir. Hein, et, oui, on sait que eux sont piégés. Ouais, c'est vrai. Ce qui nous amène à la scène numéro 11. Le contremaître de la mine appelle l'Enterprise et explique que Archer va devoir rester un petit peu plus sur la planète parce que techno blabla, les vaisseaux arrivent, voilà. T-Paul qui pète le charisme sur cette scène. Il y a un travelling de droite à gauche qui la met en... C'est la capitaine, quoi. Flaire le sale coup. De même que Reed, à qui elle donne l'ordre de libérer Archer. Il a 1 heure. Et, petite précision avant la fin de la scène, elle lui dit prendre le major militaire. Le major Hayes. Bref. Hayes, ouais. Reed s'arrête, hyper charismatique aussi. Il tourne la tête 3/4, il fait juste un signe de tête et il s'en va. Et bonne scène. Quelques secondes, mais ça y est, on rentre dans les bails. Un petit peu de... On y va, quoi. Scène numéro 12. C'est dur à faire ce que je fais là. Des égouts aliens, miam. Les égouts sont plus riches quand on mélange 31 espèces. Ah, quelle blague, c'est dégueulasse. Donc on voit Archer, Tucker et le Xindi en train de s'échapper par les égouts. Donc le Xindi les aide à s'échapper. Ils ont du pipi et du caca qui leur tombent dessus. C'est rigolo, puisqu'ils sont à la fin de la scène en train de grimper une échelle après avoir trempé dans l'eau souillée. Et donc le Xindi se met en posture du dessus et comme ça tout tombe sur Archer et tout tombe sur Tucker qui en prend plein la figure. T'imagines les infections puis les bactéries puis comme en tout cas j'espère qu'ils ont... Si t'as la moindre coupure, le Xindi il est mort. Il va faire une septicémie dans 10 minutes, c'est fini. Mais ils vont devoir se frotter avec leur gel fluorescent. Ça va vachement stimuler ton imagination, en tout cas, cette histoire de caca, hein, parce que c'est juste mentionné comme ça, puis tu vois qu'ils sont un peu dégoûtés d'être là où ils sont, mais ça va pas plus loin que ça. En fait. Alors, si après, on apprend qu'ils sont récurés le dessous des ongles 15 fois, mais bon, voilà quoi. Moi, ça me fait marrer. En plus, il y a des lumières oranges. Donc, est-ce que le caca est radioactif ou est-ce que ce sont des lumières sous l'eau pour voir où tu marches? On ne sait pas. Mais le caca radioactif, ça me plaît. Scène numéro 13. Petite scène de JDR en plan séquence, un jeu de rôle, où Reed doit choisir quelle équipe il devra amener avec lui sur la planète pour sauver Archer et quelle équipe devra rester à bord afin de d'éviter un éventuel abordage des vaisseaux de guerre en approche. Il est donc, parce que je ne l'ai pas situé la scène, il est donc dans une salle, je ne sais plus laquelle, avec T-Paul et le Major Ace. Et on lui donne ce choix en fait. Et à la base, en plus, la scène est construite en voyant Ace et Reed face à face, donc en opposition. Et on pense que c'est T-Paul qui va devoir prendre cette décision, sauf que T-Paul, elle reste à sa place. Elle sait que c'est Reed, le chef de la sécurité, et donc elle se tourne vers Reed, elle lui dit « Je pense qu'il a raison, mais c'est à vous de décider. » Et ça, c'était plutôt intéressant. Début de la tension sexuelle. Entre Reed et Hayes. Il y a une tension sexuelle entre ces deux personnages.
Moi, j'ai écrit début des Imagine, ça aurait, tensions, mais j'ai ça pas aurait été écrit écrit sexuel. aujourd'hui, ça aurait fini comme ça aurait été cool. Mais là, non, Mais, ils le font pas. Ouais. mais Enfin, je effectivement, crois il pas. y a le prémisse de ça, quoi. Enfin, pas sexuel, mais des tensions qu'il y a entre Ouais. les deux. Donc tu vois qu'il y a une opposition. Alors déjà, c'était un petit peu, il y avait une petite, il me semble, au début de l'épisode, je crois qu'on l'a passé vite fait. Mais en tout cas, c'est là que voilà, il dit, je connais ce genre de type, je viens d'une famille de militaires. J'allais le lire, voilà. Reed n'est pas content parce que les militaires veulent faire des trucs de militaires et prouver qu'ils sont plus compétents que l'équipe de sécurité. Et c'est marrant parce que moi, en fait, je vois pas le problème. Il a un complexe d'infériorité où il se sent remplacé ou quelque Voilà, c'est parce chose qu'il est comme anglais, ça. quoi. Hein. Quoi? Les Anglais, c'est pour vouloir conquérir le monde entier, c'est qu'ils ont quand même un petit Non, petit c'est problème, parce que quoi. Reed, c'est pas quelqu'un d'agréable. Ouais. Point. Oui, c'est C'est vrai, dommage. c'est même plutôt assumé par la série en plus. Mais non, c'est vrai. Hein, Et c'est il marrant y a parce plusieurs que fois où il trouve qu'il est austère et tout, machin. Genre quand il doit lui trouver un cadeau d'anniversaire, personne sait ce qu'il aime. Je sais pas. Voilà. mais c'est marrant parce que paradoxalement, moi qui ne cache pas mon limite racisme envers les Anglais, c'est un de mes personnages préférés d'Enterprise. Je trouve cool quand il parle. Je trouve l'acteur super chouette. Hein. Bref. Quoi d'autre? D'autres choses? Parce que là, on va enchaîner 4 ou 5 scènes hyper rapides, des scènes flash. Non? Non, c'est bon. Vas-y. Et, aussi, Reed redit qu'il est originaire d'une famille de militaires, donc il sait comment pensent les militaires, et que c'est pour ça qu'il est d'où viennent ses suspicions. Un truc tant que j'y pense, alors je pense qu'on en reparlera quand les tensions vont exploser, mais ça, c'est un truc qui, moi, m'aurait gêné dans une série qui se passe au 24e siècle, par exemple. Cette espèce de compétition entre Ice et Reed. Alors, Reed, malgré ça, finalement, il fait, entre guillemets, le bon choix, c'est-à-dire qu'il choisit les mecs qui sont entraînés pour ça et que c'est vraiment à fond leur boulot. Sachant que c'est quand même lui qui décide, donc il aurait pu quand même jouer le mec, non, c'est bon, j'y vais avec les mégas. Et à la fin de l'épisode, on verra que finalement, même lui, il considère qu'il a pris, que c'était la bonne décision. Mais n'empêche que ça m'aurait gêné dans une série qui se passe au 24e siècle, parce que normalement, les humains au 24e siècle ont un peu dépassé ce genre de rivalité et sont plutôt vraiment toujours dans la coopération. Et je trouve ça totalement logique que ça arrive au 22e siècle, et justement, ça montre l'évolution de l'humanité entre cette époque-là et ce qu'elle va devenir dans les séries qui sont parues avant. Et on l'a pas de nouveau, c'est une vraie question parce que j'ai pas de souvenir durant l'arc de la guerre du Dominion. Ce genre de truc entre les militaires qui viennent. Non, il y a pas de militaires qui viennent sur Deep Space Nine. Il y a un truc avec Odo et un chef de sécurité avec qui il doit collaborer de Starfleet et avec qui ça se passe mal. Ah oui. Mais c'est logique parce que Odo n'est pas un humain déjà et il n'a pas grandi dans la Fédération. Ok. Sean, t'allais dire un truc, je t'ai coupé la parole. Non, j'allais dire, au niveau on est très loin du 4e siècle, 25e siècle, mais on est à quoi, 90 ans de Force Contact, de genre la Troisième Guerre mondiale et tout ça. Oui. Sur Terre. Donc on est quand même encore on vient de sortir de l'époque où c'était l'anarchie totale sur Terre. Ouais, c'est bien vu. Ce qui explique un peu notre situation actuelle. Peut-être. Allez, on enchaîne 4 ou 5 scènes, je sais plus, assez rapides. Scène numéro 14. Le contremaître apprend que Archer a disparu. Il est pas content. Scène numéro 15. Des choses à dire, vous me coupez. Hein. C'est des scènes qui durent quelques secondes. Scène numéro 15. La scène à la Star Trek 6 avec l'ascension d'un conduit à la main par les 3 esclaves. Ouais. Star Trek 6 ou Die Hard. Scène numéro 16, Reed, Mayweather et l'équipe d'Elon partent à l'attaque. Donc ils montent dans une navette spatiale. Ils sont tous consignés. Il y en a combien? 5 ou 6 des militaires? Bon, bref. Je sais pas compter. Franchement, bravo, super. Trek Analyse, on s'appelle. Scène numéro 17, le contremaître
repère les esclaves. On a encore plus la vibe à la Mad Max avec son bras droit qui est mis côte à côte. Il est vachement plus grand que lui et super costaud. Et il veut leur balancer du plasma dans la gueule. Ce qui nous amène à la scène numéro 18. Retour aux esclaves. Le Xindi explique qu'il existe 5 espèces distinctes de Xindi et qu'elles ne sont pas très unies. Voilà. Ça y est. Donc là, on a tout ce qu'on doit savoir sur les Xindi. On le sait. Ça y est. C'est officiel. Ils viennent tous de la même planète. Ils sont 5 espèces différentes. Donc vraiment, pas de croisement possible. Et ils ne sont pas super potes tout le temps. Cette scène est toujours durant l'ascension. Mais il n'a pas le temps de finir son explication parce que le plasma arrive. Alors vite, ils redescendent et trouvent une trappe ouverte, la passent, la ferment et se font capturer par le contremaître et son armée de gardes. D'autres choses à dire? Non, pas tout de suite. Non. Scène numéro 19. Le contremaître ordonne leur exécution après avoir avoué qu'il allait capturer l'équipage, au cas où on soit trop bête pour le savoir. Et bagarre, enfin un peu de véritable action. Parce que c'était très calme quand même sur le début. C'est de la tension. Oui, elle est très bien délivrée là. Piou piou, pam pam, c'est l'équipe de Reed qui débarque en descendant un rappel façon film d'action là, ça défouraille à tout va. Il y a 3 duels. Attention, c'est parti. Vous le savez où je me rends. Duel. Tucker profite du chaos pour se jeter sur un garde. Crochet du gauche. Raccord dans l'axe dégueulasse, mais on n'a pas le temps de le remarquer parce que le garde fait tomber son arme. Vlan. Coup de crosse dans la gueule. Le garde est KO, mais pas le temps de se réjouir. Duel numéro 2. Archer attrape courageusement un garde par derrière et l'empêche d'utiliser son arme. Coup de coude dans le nez. Ippon Seiyo Nagi, le garde passe par-dessus l'épaule de Archer et coup de pied dans la face. La nuque est brisée. Ça tire de partout. Le contremaître s'enfuit. Le Xindi se cache. D'ailleurs, le contremaître ne reviendra plus. Le Xindi se cache. Un des Lon attrape un garde et lui brise la nuque sans faire de mouvement. Vous l'aviez noté, ça? Il est bon. Comment? Ouais, il est très très bon. Il est bon. C'est un bon. Nouveau duel. Cette fois, c'est une Lon qui se fait attaquer par derrière par le chef des gardes, ce grand lâche. Elle est à terre mais se retourne. Elle a un tonfa. Paf, premier coup qui désarme le garde. Deuxième coup à l'intérieur de la jambe. Le garde perd son équilibre de gros fragile. Un autre coup à l'intérieur de l'autre jambe. Le garde commet l'irréparable et se penche. La Lon l'attrape avec le tonfa retourné dans la nuque et le fait rouler par-dessus elle. Il est désormais à terre. Si elle lui fait une prise de soumission, c'est terminé. Non, elle tente un coup dans le visage, mais il roule et se relève. Pas assez rapide pour elle. Elle est debout avant lui et lui assène un coup dans la poitrine. Boum! Coup de tonfa dans l'épaule. Il tente. Ça veut rien dire ce que j'ai écrit. Coup de tonfa dans l'épaule. Ah oui, non, il tente je sais pas trop quoi. Parade au tonfa. Elle lui lève le bras et le projette en avant. Le garde est sur le dos, les bras en croix. Et là, le bâton était électrique. Elle lui survolte le bas-ventre. On n'a pas le temps de se demander pourquoi elle n'a pas fait ça plus tôt. L'histoire doit avancer. Le combat est presque terminé. Il faut fuir maintenant. Le Xindi veut être amené. Archer lui dit non. Le Xindi dit coordonnées de ma planète. Archer dit oui. L'équipe est presque à bord de la navette. Et là, le Xindi se fait tuer. Pourquoi avoir fait autant de teasing pour arrêter ça? Bon. Il se fait pas tuer. Bah, il se fait tirer dessus. Moi, sur le coup, il est blessé mortellement, mais il n'est pas mort. Voilà. Alors, c'est bien que tu préviennes avant d'écrire des scènes de combat, parce que ça permet de baisser le son de mon casque. Désolé. Je finis ou tu veux parler? Vas-y. Bah, tu veux finir le combat? Il me reste 2 lignes. Vas-y. On voit un headshot impressionnant, mais qui manque de nervosité un peu, je trouve. Je vais mettre l'image dans 3 secondes. En fait, le Xindi est pas mort, les navettes s'en vont, l'Enterprise aussi. Tout le monde est sauvé avant l'arrivée des vaisseaux ennemis. Ah oui, ouais, t'es parti trop loin là. Oui, alors quand j'ai écrit machin, parce que je crois qu'on connaît jamais son nom, le directeur de la mine, quand il ordonne qu'on les amène à la surface pour les tuer, comme je me souvenais plus exactement comment ça se passait, je pensais qu'Archer et Trip, ils allaient neutraliser les gardes une fois à la surface, ou un truc du genre, pour ensuite être récupérés.
Ce qui aurait été con, en fait, quand j'y pense, parce que de toute façon, on savait que le Mako allait intervenir. Mais du coup, j'ai été surpris quand j'ai vu le Mako. Vraiment, je m'y attendais pas. Ouais, En c'était marrant. revoyant l'épisode, donc tu les vois qui tombent du plafond, là, ça part dans tous les sens. J'ai trouvé Mais c'est ça cool, assez ça, sympa ça... d'être surpris ouais. par leur arrivée. Et ce que j'aime bien, c'est que du coup, l'épisode, il oublie pas, il oublie aucun côté en fait. C'est pas genre on se concentre sur le White Team et du coup on sait pas du tout ce qui se passe sur le vaisseau. Et c'est le genre de moment où on pourrait se dire mais pourquoi le vaisseau il fait rien, qu'est-ce qu'il fout et tout. Alors que là, quand le vaisseau ça fait rien, on sait pourquoi. Quand le vaisseau agit, on sait pourquoi. Et donc il y a vraiment une symbiose entre ce que fait l'équipe au sol et ce que fait l'équipe du vaisseau. Et je trouve ça assez bien fait là-dessus. Hmm. Voilà, même s'il n'y a plus la téléportation, on voit que ça n'empêche pas que on Il y a envoie pas des encore. navettes. Ça empêche pas. Enfin oui, il n'y a pas encore la téléportation. Enfin voilà, j'ai trouvé ça plutôt bien vu. Ouais. Et t'as pensé quoi, toi, Toti, de cette scène de baston? J'aime la scène de baston. Je suis d'accord avec toi que peut-être que son snipe à la fin, il est pas, tu sais, c'est pas le plus. Il y a un impact qu'ils ont voulu faire qu'on n'a pas. Ouais, Mais je pense que je pense que cette scène sert à nous montrer vraiment qu'ils sont spécialisés là-dedans. l'efficacité. C'est pour ça qu'ils sont là. Par Et contre, je trouve que ça marche quand même. pardon, ouais, oui, oui, c'est vrai qu'en soi ça fonctionne. Par contre, je suis désolé, mais en fait, je viens de réaliser que c'était le contremaître qu'on voyait dans le viseur et qui se fait headshotter. Donc c'est bien, ils ont mis fin à ses souffrances respiratoires. Ah ouais, j'avais Merci, pas fait Starfleet. gaffe. Ah, donc c'est pour ça aussi qu'on prend le temps de le montrer en fait, la scène du snipe. Ouais. Ouais, assez pas mal ça. Tiens, j'avais pas fait gaffe. Un commentaire un peu général. Je trouve que notre Monsieur Zindi dans l'épisode, je trouve que c'est pas le meilleur acteur du monde. Bah, il surjoue un peu. Donc ça, je l'ai pas dit, mais dans la scène de capture, il dit ouais, ils m'ont forcé, machin truc. Moi, Même j'aurais bien aimé dans la première scène où on l'introduit, je trouve que son jeu d'acteur, il est quand même Ah ouais? plus faible que les autres. Je trouve que ça se remarque. D'accord. Alors qu'en général, les acteurs, tu sais. Ok. J'avais pas du tout fait gaffe. Mais après, bon, ça c'est plus général avec moi. Je fais rarement attention au jeu Il d'acteur. voit pas les jeux. Faut vraiment que ce soit Il très mauvais il ou voit très des images qui impressionnant pour bougent et que il je entend des capte. bruits, il assimile, mais il dit pas les choses ensemble. C'est très drôle. Non, mais Il fait souvent après, ça, Thierry. alors, Chaque fois qu'on parle. la scène où justement il est là en mode ah, c'est eux qui m'ont forcé, machin. Je me suis posé la question du est-ce que c'est lui qui joue, est-ce que l'acteur joue quelqu'un qui machin, Eh ou est-ce que oui. l'acteur joue quelqu'un qui joue Ah! parce qu'en fait il s'en fout, il fait juste semblant Pour parce être qu'il a pas méchant, envie de se faire taper ou tuer. je pense que c'est un acteur qui essayait de jouer quelqu'un qui surjouait, mais qui sait pas vraiment le faire. Donc, du coup, il a pas vraiment su mettre les nuances que l'on peut mettre là-dedans. Et Et si je je dis vous ça, dis je suis pas acteur. Khan! Hein, rappelez-vous de Shatner qui joue Kirk, qui joue le surjeu pour faire croire à Khan qu'il est vraiment surpris, alors qu'en fait, il n'est pas surpris. Hein, Ah, il a c'est fait une vrai. Shatner en fait. Il a fait Ah, une tu penses Shatner. qu'il Ouais, bien joué. Bien joué. il a puisé dans son Donc, Shatner pour. un mauvais acteur qui joue un mauvais acteur qui joue. Bref. Shatnerception. Et donc, ouais, comme t'es continué un petit peu trop loin, tu dis que l'Enterprise a réussi à partir avant que les vaisseaux Oui, armés c'est vrai que arrivent. j'ai pas très bien pris mes notes, mais j'étais tellement focus sur le combat et sur ma donc, transcription. donc, du coup, j'ai un truc à dire là-dessus aussi. Je trouve que c'est quand même une originalité de la part d'Enterprise de faire que c'est pas de justesse, en fait. Ils avaient assez de marge pour pouvoir s'enfuir avant que les vaisseaux armés arrivent, 7 d'avoir minutes. assez de distance pour s'enfuir. Et on imaginerait très facilement à peu près n'importe quelle autre série dans une situation similaire où ça arriverait de justesse et du coup il se ferait tirer dessus par les autres vaisseaux qui arrivent et puis il les distancerait. Tu vois, histoire qu'il y ait encore un petit peu plus d'action, machin. Alors soit c'est pour des raisons de budget, ce qui est tout à fait possible, mais ils auraient peut-être voulu rogner sur autre chose pour montrer quand même cette séquence. Et non, ils ont décidé que c'était... Et je trouve que il y a une certaine forme de réalisme là-dedans. Et c'est voilà, c'est quelque chose que j'ai apprécié
qu'ils fassent ce choix-là. Ok, c'est vrai. Puis ça change, c'est un peu original, quoi. Hmm. C'est discret, mais c'est original. Scène numéro 20. Journal de bord du capitaine. On en a très rarement dans cette série. Je pense que les mineurs devront trouver ailleurs de la force de travail, nous dit le capitaine Archer. Ah, c'est malin de faire le malin, mais tu t'es quand même bien fait piéger comme un noob, alors arrête un petit peu, s'il te plaît. Scène Il numéro s'enfuit, il 21. abandonne aussi tous les esclaves. C'est pas mon Exactement. problème. Le mec, enfin bon, bref. Ouais, Phlox mais il a vient plusieurs gens voir à le- s'occuper. Non, je Phlox comprends. vient... Phlox vient voir le capitaine dans le bureau. En fait, non, le Xindi est mort. Pourquoi? Je sais pas. Moi, j'aurais bien aimé la voir sur 2-3 épisodes, voilà, qu'il les amène à la planète, puis qu'il le dépose ailleurs. Je sais pas. Bon, bref, peut-être un problème de contrat, parce que il On n'est en pas trouve mort à un l'écran. autre. Un On en acteur qui trouve ne un meurt pas à autre. l'écran, c'est très étrange. Habituellement, dans les histoires de contrat, tu meurs à l'écran. Tu vois, c'est Ah bizarre. ouais. Ah, ils lui ont dit tu joues trop mal, c'est pas possible en tout cas. Oh mon Dieu, il y a genre Ils avaient tourné la scène. ouais, ils ont filmé la scène de sa mort 8 fois. Puis c'est comme ok, on arrête, stop. Voilà, ils l'ont tourné Oh, le avec pauvre. Phlox parce que avant de mourir, il a quand même donné des coordonnées à Phlox, youpi. Mais peut-être qu'ils avaient tourné la scène et qu'ils disaient 4, 3, 8, X, Z. Oui, bah en fait, tu sais quoi, je me demande si c'est pas aussi pour ça que c'est pas montré, parce qu'en fait, ça aurait pas du tout été enfin, comment dire, télégénique, quoi. Ça aurait été nul, mais bon, reste que généralement, moi, tu vois, on me dit tu vas jouer un personnage dans Star Trek qui va mourir. Je dis, est-ce que je peux mourir à l'écran, tu vois? Est-ce que je peux être un red shirt? Bref. C'est-à-dire que tu sais, les contrats entre humains, c'est pas la même chose que les contrats avec des indies. Ils n'ont pas les mêmes lois et les normes de travail. Fait que... Oui, en plus, il avait une navette à prendre. Non, mais c'est ça, il était en retard, il était frigo, là. Scène numéro 22. Tucker remercie Reed. Ils sont en train de marcher dans le couloir et lui dit que l'équipe a super bien bossé, mais que son équipe à lui aurait aussi bien fait. Il a été très gentil parce qu'il a vu que Reed était un petit peu pincé à son intérieur. Mais Reed, grand prince, répond que non. Bah ouais, ce sont des militaires, ils sont là pour ça. Bref, Tucker va voir Phlox et lui demande de la drogue. Phlox dit oui et lui demande d'amener un dossier à T'Pol. Il appelle T'Pol et lui dit qu'il a donné à Tucker un placebo. Son piège se referme. C'est bien. Phlox, il est cool. Il prend soin de ses agneaux. Et c'est bien. Même s'il doit les manipuler pour arriver à ses fins. Et à leur fin à la fois. Scène numéro 23. Tucker arrive chez T'Pol qui est en peignoir. Nouvelle tenue pour T'Pol. Bon, ok. Elle l'invite à s'asseoir, il dit non. Elle lui propose un thé, il dit non. Mais elle parvient à l'accrocher en lui disant que elle non plus ne dort pas très bien. Les médicaments vont vous aider, dit-il. Non, seul le yoga de l'espace peut m'aider, dit-elle. Alors pourquoi vous dormez pas, répond-il. Échec. Et là, elle se déshabille, échec et mat. On a une scène très racoleuse durant laquelle elle est torse nu. On a même face caméra où elle se cache les seins en les prenant entre ses mains, donc extrêmement sexuel pour le coup. Et Tucker lui fait des points de pression dans son dos. Elle se met à bâiller parce que ça marche. Tucker croit qu'elle lui fait des avances sexuelles et heureusement, la scène prend une tournure humoristique avec Tucker qui essaie de se rattraper comme il le peut. Elle finit par le convaincre d'essayer le yoga de l'espace. C'est une scène que j'ai trouvée très malaisante, très étrange, mais on avait déjà eu ça dans les saisons précédentes de Enterprise, dans le tout premier épisode d'Enterprise. Heureusement, elle a été tournée en humour. Oui, bah alors t'as quand même. Ouais. Alors, moi, à chaque fois que je vois ce genre de scène dans Enterprise, je fais un gros effort mental pour me rappeler que On a c'était une capture d'écran. typiquement
l'époque de production où en fait toutes les autres séries faisaient encore pire en fait, et de SF, hein, je parle. Je veux dire, si vous regardez Farscape, vous voyez une nana en poil de pied en cap, de dos. Dans Stargate, dans le pilote de Stargate, ça c'est on choquant. voit la nana de face, on la voit sous tous les angles, entièrement nue. Un nude face caméra. Sur une série qui était diffusée en France sur M6 à 17h. Et une série américaine, c'est ça qui m'étonne, parce que les Américains, quand ils voient un téton, ils explosent. Et là, je sais pas, ça a pas l'air de les avoir. Non, mais s'il y en a deux, ça s'annule. Mais n'empêche que ça reste, je trouve, une manière de filmer, parce qu'il y a aussi la manière dont la caméra présente les choses, et la mise en scène qui est quand même vachement... c'est daté, quoi. Hyper daté. Non, mais il y a ce côté, c'est misogyne, quoi, hein, clairement, enfin, voilà, on va dire le mot, quoi. Et c'est... Moi, je trouve ça... vraiment, tu sais, le pire, c'est à la scène, attends. L'autre, elle lui dit plus fort, puis alors tu la vois qui soupire, les lèvres écarquillées, avec un gros plan. Plus fort. Oh là là, c'est lourd quand Après, même, vraiment. De tous les défauts qu'Enterprise a, qui sont spécifiques à l'époque, genre les explosions avec les gens qui courent au ralenti, etc. C'est comme, ok, c'est excusable, c'est juste un peu... ça, c'est cringe, quoi. C'est dur à regarder, puis c'est dur à... Oui, effectivement, c'est sexiste, c'est misogyne, c'est clairement... je sais pas si c'est de l'exploitation de l'actrice, mais c'est vraiment la mettre toute nue pour... Surtout pour un massage sur le dos, là, elle n'avait pas besoin d'être toute nue. Du tout. Parce que la pression ne peut s'opérer que le pot à pot. Effectivement, parce que les Vulcains n'ont pas développé une tenue qui serait ouverte sur le dos, où ça pourrait quand même couvrir le devant. C'est vraiment le fait qu'ils lui font tenir ses seins, puis ils reculent la caméra en plus. Puis, effectivement, le pire, c'est que il arrive à passer ses mains en dessous au départ. Oui, au tout début. En plus, il y a un problème parce qu'il passe ses mains en dessous, donc il arrive à atteindre son dos en passant ses mains sous son truc, mais elle le détache pour pouvoir se mettre poitrine nue, ce qui fait encore plus bizarre. Et vraiment, tu te dis, oui, ils ont fait ça parce qu'ils voulaient la montrer nue, quoi. On vit dans un monde de contraste d'Enterprise, puis cet épisode en est comme l'exemple ultime, où effectivement, il y a des scènes où elle est capitaine, elle est en charge du vaisseau, elle est en charge de... Le personnage est en charge de la situation, mais aussi l'actrice est en charge de la scène dans laquelle elle est. Ça se voit qu'elle a le contrôle comme c'est une bonne actrice. Et après, tu passes... pas pour dire que c'est une mauvaise actrice dans cette scène, elle fait ce qu'on lui demande, mais après, tu as comme cette espèce d'inverse totale où d'un coup, tu es dans ce genre de scène qui n'apporte rien. Sauf peut-être là, effectivement, il y a une... là, c'est parce que là, on avance dans leur espèce d'histoire romantique, mais c'est une façon malaisante et particulière d'amener une relation qu'ils vont avoir plus tard dans la série. Et je me demande si ça n'a pas influé sur le fait que Jolene Blalock n'aura pas de carrière, hein, à part Starship Trooper 3. Elle va rien faire de particulièrement notable après ça, et peut-être parce que la pauvre, elle a eu un rôle de merde dans cette série, qui est pourtant super cool. Mais il n'y a pas de jalouse dans Enterprise. Jolene Blalock, effectivement, il y a des scènes misogynes comme ça, mais Oshi aussi, on la met. Elle a quoi? C'est dans l'épisode miroir où elle est à moitié à poil, c'est tout? Non, il y a carrément un épisode où je crois elle court toute nue dans les couloirs à un moment, si je me rappelle bien. Ok, je m'en souviens pas. Je me rappelle uniquement parce que quand on avait vu les seins de la Klingon dans Discovery, j'étais parti... on voit des seins de Klingon, de L'Orel. Tu vois qui c'est, L'Orel dans Oui. Ok, il y a une scène où elle viole le gars, là. Donc, du coup... j'avais oublié. Mais oui, c'est dans la saison 1. Ah, j'avais complètement oublié. On voit carrément ses seins. Je pense pas que ce soit les seins de l'actrice, là. Je pense que c'est des seins de prothèse, genre des faux seins Klingon. Est-ce qu'ils ont des arêtes? Ouais, c'est ça. Mais du coup, j'étais parti faire des recherches, entre guillemets, pour savoir si on avait déjà fait quelque chose d'aussi comme explicite dans Star Trek. Puis non, effectivement,
c'était des exemples comme ça, où les seins sont quand même cachés, mais les exemples sortaient d'Enterprise, les 2 femmes d'Enterprise, on leur a fait faire ça. Et c'est marrant parce que j'ai revu la saison 1 de... je te redonne la parole, Thierry, excuse-moi. J'ai revu la saison 1 de Discovery il y a comme un mois et demi. Et quand j'ai vu la scène, j'avais complètement oublié. J'ai pas été choqué plus que ça. Ça me surprend pas de la part de Discovery, qui est une série hyper dark, que Enterprise, qui est plus censée être familiale. Bon, bref. Excuse-moi, Thierry, oui. Non, mais du coup, j'avais un peu occulté cette scène de ma mémoire dans Discovery. Et finalement, maintenant que tu me le dis, parce que c'est quoi, c'est 2017 la saison 1 de Discovery? Ouais. On voit qu'en 2017, finalement, Discovery fait pas tellement mieux Non, que. Alors, ça dure moins longtemps, c'est moins insistant. Et Game of Mais Thrones fait- est passé par là. mais Game fait of pas Thrones a changé tellement, la game. ouais. hein. Fait pas tellement mieux que finalement Enterprise en 2001, quoi. C'est Mais rare, en c'est rare que 2003. je vais prendre la défense de Discovery, vraiment très rare, mais on va le faire pour cette occasion-là. On va dire que c'est une scène de viol et c'est une scène qui est supposée être explicite et qui est supposée justement marquer l'audience. Puis je pense qu'effectivement c'est des faux seins, c'est pas vraiment les seins de l'actrice. Donc du coup, Après, Ouais, mais ça, à la limite, bon. non, ça- non, mais c'est vrai que pour ajouter là-dessus, c'est pas censé être sexy, cette scène dans Discovery. non, Je c'est pense vraiment qu'elle- pour Elle est censée mettre mal à Ouais, l'aise, je pense. T'auras toujours 2-3 mecs qui vont trouver ça excitant. Mais, Non, mais mais- c'était du commentaire sur Ouais. le fait qu'il a été comme abusé puis violé. Mais après, n'oublions pas que Discovery, c'est la série qui a mis un bébé décapité. Un faux bébé décapité. Un faux bébé décapité. C'est mais- désamorcé mais deux scènes plus tard. Mais oui, c'est vrai. Mais une fois de plus, mais de toute façon, ça prouve mon point. Discovery n'est pas dédié à la famille. C'est pas, il fallait. Enfin, c'était- Discovery Non. est une suite Mais- spirituelle de Enterprise. Non, mais particulièrement pour la saison 1, je sais pas si vous vous rappelez, hein, ça en fait un peu une aparté là, désolé. on va faire une Dans la émission d'une heure et demie. dans la com sur le développement de Discovery, à l'époque où Discovery était en développement, j'avais vu passer un ou plusieurs articles qui disaient que donc c'était les producteurs, je crois, qui disaient qu'ils voulaient faire un Game of Thrones dans l'espace. Oui, oui, c'était annoncé comme ça. Et ça explique pourquoi il y a des morts brutales, etc. Alors après, ils ont changé d'avis, donc ils ont ressuscité tout le monde, mais ça explique les scènes gore, ça explique ce genre de scènes aussi. Bah, en fait, ils se sont rendus compte que c'était déjà compliqué d'écrire une histoire, alors 6 à la fois. Bon, bref. Ouf. On révèle le jeu avant de terminer le truc. Et ouais, ça rythme, ça casse le rythme, et puis ça nous change de sujet. Quel est l'extraterrestre, le non-humain? Ah, ça ne fait pas le point sur la caméra. Quel est le non-humain que j'aime beaucoup de l'équipage? Ouh, j'ai du mal à parler. Thierry, pour rappel, tu avais dit Kira, et toi, Sean, tu avais dit Phlox. Eh bien, attention, révélation, il s'agit bien de Phlox. Bien joué, Incroyable. Yes. Comment t'as deviné? Qu'est-ce que je gagne? Je sais pas. Ouais, t'as dit qu'il y avait un truc à gagner quand même, hein. Moi je retiens Voilà, ça. le premier à 5 gagne un truc. Le premier à Parce que 5. Voilà. Mais tu sais toujours pas ce qu'on gagne, donc. On verra. Sean, J'en ai aucune idée. J'ai deviné Flox parce qu'on regardait Flox. ben, en fait, bon, c'est comme d'hab avec mes trucs favoris, ça change chaque jour, chaque semaine. Mais Phlox, quand je réfléchis bien à tous les aliens récurrents, ben, ouais, il est cool, quoi. Quand je le rencontre. En plus, j'ai regardé quelques bonus d'Enterprise hier, et l'acteur apparaît dans les bonus, et même l'acteur a l'air super sympathique. Et je sais pas, il est cool, il est débonnaire, il est toujours là. Bon, ben on va trouver une solution. Voilà, il n'a pas la froideur des Vulcains, que ce soit Spock ou T'Pol, ou Odo. Les Bajorans, ouais, j'aime bien Kira, pardon, mais pas suffisamment. Et je sais pas, après, Worf, il est super cool. Là, j'aurais pu mettre Worf. Ah. Ouais, bon, de toute façon, ni l'un ni l'autre l'avait deviné, donc ça change rien. Voilà. Et vous, dans les commentaires, est-ce que vous l'aviez deviné? Je ne sais pas encore. Je mettrai un petit cœur à celui qui l'a deviné, ou celle qui l'a deviné. Scène numéro 24. 24. L'épisode n'est toujours pas fini, bordel. C'est super long, cette fin. Mais en fait, je pense que c'est la scène de sexe qui m'a
qui m'a dégoûté et j'étais là, mais ça ne s'arrête jamais. L'Enterprise trouve une cible sur laquelle tirer. On ne sait pas où ils sont, on ne sait pas ce qui se passe. Ils sont arrivés aux coordonnées, prêts à tout faire péter, sauf que il n'y a rien là-bas. Un champ de ruines. Ce sont simplement des débris d'une planète. En scannant de plus près, l'Enterprise trouve des traces de civilisation qui correspondent à ce qui a été trouvé sur la sonde Xindi. On suppose donc que c'est la planète Xindi qui a été détruite. OMG. Archer n'est pas content. Pourquoi? Parce qu'il n'a plus rien à détruire, tout va bien. Il dit qu'il faut s'enfoncer encore plus loin dans l'étendue. Alors, en examinant la dispersion des débris, ils en déduisent que la planète elle a explosé environ 120 ans en arrière. Voilà. Oui. Et donc, notamment, Archer il dit, mais du coup, pourquoi ils veulent nous empêcher de détruire une planète qui a déjà été détruite il y a 120 ans? Ouais. Il ne se dit pas qu'il y a d'autres planètes dans l'univers que les Xindi peuvent vivre dessus. Bah, si, c'est la conclusion logique, mais sur le coup, voilà, c'est ce qu'il dit sur le coup de l'émotion, quoi. Ouais. Et ouais, c'est pareil, je trouve ça assez cool. Après, vu qu'il y a la notion de guerre temporelle dessous, peut-être que l'humanité dans le futur va envoyer une sonde dans le passé pour détruire une planète Xindi du passé et savoir que le Xindi du présent vont les attaquer. Bref, on peut commencer à s'embrouiller la tête là-dessus, mais bon, moi je dirais que je vais plutôt aller dans le sens où il y a une autre planète. Hein, voilà. Et peut-être même que c'était juste une colonie d'il y a 120 ans, hein, on ne sait pas non plus ça. Mais j'y avais pas pensé, mais la manière dont tu formules le truc, tu sais, genre l'Enterprise arrive prête à tout casser. J'aime bien parce qu'ils arrivent et c'est déjà tout cassé. C'est trop bien. Il débarroule. Ce qui note l'intention hein, quand même d'Archer. On rentre à la maison. C'est bon, les gars, tout est fait. Mais ce qui note l'intention quand même d'Archer. Hein. Il n'a pas prévu d'arriver en disant qu'est-ce qui se passe, pourquoi vous nous avez attaqués. Il arrive pour dire on les tue. Très naïf. Par contre, le gars, il débarque avec son un vaisseau qui est même pas protégé contre genre des anomalies random. Sa planète vient de se faire dépop par une petite boule. Puis lui pense qu'il va arriver sur cette planète, puis que quoi, il va la détruire. Comment? C'est quoi son plan? Il va envoyer ses 5 gars de Mako sur la surface. Puis... Si les mecs ils ont la puissance d'envoyer une sonde qui détruit c'est comme des villes entières, ils ont forcément une flotte. Tu prends une flotte vulcaine avec toi, peut-être. Ouais. Ils n'ont pas envie d'y aller, je comprends, mais tu sais. Oui, non, mais je pense que c'est aussi fait exprès, hein, ce côté irrationnel. C'est vachement mis en avant quand même, à la fois. Il y a quelqu'un qui tape sur son micro, attention. Ah, c'est vachement mis en avant à la fois dans l'épisode. Le dernier épisode de la saison 2 et dans celui-là, ils sont vraiment en mode on fonce dans le temps, on réfléchit pas, quoi. Et je pense que c'est vraiment fait exprès, quoi, cette mentalité qu'ils ont à ce moment-là. Va-t'en guerre. Et c'est pour ça que, justement, je trouve ça nécessaire qu'on ait le point de vue d'Xindi, qu'on a justement à la toute fin de l'épisode là-dessus. Je pense que tu vas en parler. C'est la dernière scène. Parce qu'il faut contrebalancer en fait l'état dans lequel ils sont et qu'on voit justement le contraste avec l'état dans lequel sont les Xindi et les inquiétudes qu'ils ont, quoi. Et je pense qu'il est relativement ouvert, que c'est une critique de la réaction des États-Unis d'Amérique après l'attaque terroriste et de la déclaration de guerre quasi immédiate, l'envahissement du pays quasi immédiate, qui a été pas très bien préparé et qui s'est mal terminé d'ailleurs, qui a mis du temps à se terminer. On n'est que 2 ans plus tard, mais déjà pas mal de choses avaient eu lieu à ce moment-là, et je pense que ça fait partie du propos. Alors dans les bonus des DVD, juste petit fun fact. Hier, j'ai commencé à regarder les bonus après le 2e épisode, et j'ai coupé direct parce qu'en fait, ils spoilent tout. Donc je n'ai pas le bonus entièrement. Parce que, en tout cas, moi, dans l'édition que j'ai, il y a un DVD de bonus pour toute la saison, en fait. Je sais plus s'il y a des bonus par épisode, mais ou par groupe d'épisodes, mais je crois pas.
Mais bon, en tout cas, il parle justement de la métaphore avec le 11 septembre. Et il dit que, en fait, pour lui, il n'y a rien d'intentionnel dans l'écriture, en fait, que c'est pas volontaire d'avoir fait une métaphore là-dessus. C'est l'acteur qui joue Phlox. Ah non, d'accord. Ouais, je ne rappelle plus son nom. Mais par contre, il dit ça serait absurde de nier que ça nous a influencé parce que ça a eu un impact énorme sur nos vies, puis notre culture, etc. Donc forcément que quand il dit on, il parle de toute l'équipe d'Enterprise, quoi, les scénaristes, les producteurs, tout ça. Il dit forcément qu'on a été influencé là-dessus, et donc forcément que ça parle de ça parce que c'est ce qu'il y a dans l'air dans notre époque, quoi. John Billingsley, l'acteur de Phlox. Voilà. Merci. Avec plaisir. Merci DuckDuckGo. Scène numéro 25 et dernière scène de l'épisode. Le conseil Xindi est au courant que l'Enterprise a trouvé les débris et savent où il se rend désormais. Alors que Archer ne sait pas. Certains sont confiants, mais l'insectoïde, toujours lui, pas du tout. Elle veut vraiment détruire l'Enterprise. L'épisode se conclut sur l'insectoïde, disant que si l'arme n'est pas rapidement terminée, il envoie sa propre flotte sans demander l'accord au Conseil. Toujours des divergences entre les espèces, mais les Xindi représentent toujours à la fois une menace entre les Vatangers insectoïdes et les restons cachés pour mieux frapper humanoïdes. On a le choix en fait entre la peste de l'espace et le choléra de l'espace. Sous-entendu, il y a peut-être un espion ou enfin comment savent-ils les mouvements de l'Enterprise? Est-ce qu'il y a des sondes cachées quelque part? Est-ce qu'il y a... Des scanners longue portée. Ouais, mais attends, ouais, ultra longue porte. Enfin, oui, ok. C'est leur coin de la galaxie, là, ils connaissent, là. Ouais, this is my yard, ok. Et bien voilà. Un peu partout quand même. Donc. C'est fini, on a eu un très chouette épisode. L'histoire avance à la bonne vitesse, je trouve. L'utopie que représente Archer est mise à mal. L'équipage semble être utilisé comme teaser pour dire qu'il va y avoir une réaction parce qu'à plusieurs reprises, Archer s'énerve, machin truc, et on voit Reed en fond qui est pas content que Archer s'énerve. Oshi également qui réagit, qui se dit je suis pas content, je suis pas d'accord. Il est quand même, il tire, il pousse le bouchon un peu loin. Archer s'enfonce dans le stress et la méchanceté, mais espérons que ça ne dure pas. À l'époque, je ne le cache pas, j'avais eu du mal avec cette vision-là. Mais là, aujourd'hui, j'ai accroché. Je suis bien accroché et j'ai très hâte de connaître la suite. Hein. Qu'en avez-vous pensé, Sean? On commence la saison avec un épisode que je trouve... On va dire que j'avais des souvenirs qui étaient plus négatifs que ce que j'ai vu là. Ouais. C'est vraiment loin d'être le meilleur épisode de Star Trek qui ait existé. Je dirais qu'il est plus ou moins dans la moyenne, mais penchant plutôt bon. Ben ouais. Non, ça avance plutôt bien. Je trouve qu'ils ont fait beaucoup d'efforts au niveau des sets. Ils ont cette nouvelle salle dans le... Ah oui, d'accord. Oui, on la voit très souvent. Hein. Ouais, c'est leur salle qu'ils ont construit pour cette saison-là, mais aussi, les Indies aussi, ils ont leur propre, endroit, puis même, effectivement, les égouts éclairés par le sol, tout ça, c'est quand même visuellement intéressant. Je trouve que, ils font un effort là-dessus. Oui, notre acteur, c'est peut-être pas le meilleur des acteurs, mais sinon, globalement, je trouve que toutes les performances sont bien. Puis oui, l'histoire, je trouve que c'est on a eu une bonne fin de saison avec la saison 2, et je trouve que là, on démarre quand même fort, on démarre quand même bien pour la saison 3. Ouais. Je reste surpris, moi, de cette note de 6,94 pour les deux forums francophones. Ça me trouve l'océan. Et toi, Thierry? Oui, c'est un épisode que j'ai apprécié revoir. D'autant qu'en plus, là, pour le coup, j'ai un peu redécouvert parce que ça faisait longtemps que je n'avais pas regardé cette saison. Donc, non, c'était vraiment bien. On a beaucoup parlé du scénario, mais c'est vrai que Sean a raison de parler des visuels. Moi, j'avais oublié qu'Enterprise, c'était aussi beau, en fait.
Alors, comment dire, je parle en termes de direction artistique. C'est léché, ouais. Évidemment, les effets spéciaux ont vieilli, hein, on voit que c'est des images de synthèse, machin, il y a tout ça. Mais les choix de plans de caméra, le choix des placements des vaisseaux, des décors, etc. Je trouve qu'ils sont vachement judicieux et ça fonctionne en termes d'ambiance et ça soutient la narration. C'est vrai que c'est bien d'en parler aussi, même si c'est pas forcément le plus important. Et notamment, la capture d'écran avec la navette au sol où ils sont à côté, je l'ai partagée parce que je me souvenais plus qu'on les voyait au sol à côté de la navette. Et je trouve qu'elle est vachement belle cette navette et que ça rend super bien, quoi. Voilà. Alors, on voit qu'ils utilisent un peu le brouillard pour un peu cacher la misère du décor, mais ça marche super bien. Ouais. Et Pod One, elle s'appelle. C'est effectivement, je suis d'accord, c'est bien réalisé. Mais c'est aussi, ils leur ont pas donné encore de nom de Yancey et de pays et de. Désolé. Non, c'est vrai. C'est bien éclairé aussi. Parce que je sais qu'il y a eu une énorme discussion récemment autour de toutes les nouvelles séries, les séries modernes Star Trek, en particulier la saison 3 de Picard. Au niveau de l'éclairage, tu sais, on est rendu dans une époque où, effectivement... c'est éclairé comme mes mains. Ouais, c'était très, très, très bien éclairé tes mains par rapport à... Tu sais. Des fois, on a du mal à distinguer les couleurs carrément des uniformes dans les nouvelles séries. Je trouve qu'ici, l'ambiance générale de cet épisode-là était sombre. Et l'éclairage était sombre aussi, donc du coup, ça marchait, tu sais, il y avait une symbiose là-dessus, mais on voit tout ce qu'on doit voir. On n'est pas en train de se forcer pour voir les expressions, puis ce qui se passe, donc non. C'est drôle que tu dises que la note de 6, c'est quoi, 94, quelque chose comme ça? Moi, j'ai donné 7 sur 10 à l'époque quand je l'avais noté. C'est vrai? Ouais. Et aujourd'hui, enfin bon, c'est pas le but. Hein. Moi, j'aime pas trop les notations. Non, je le sais, mais c'est juste que quand je regarde dans mon vieux dossier là, c'est à 7. Mais je suis assez d'accord avec ça. Tu sais, moi, ça me prend beaucoup pour que je commence à mettre des 9 puis des 10 là. Après, ça reste des notes qui sont au-dessus de la moyenne. Non, en réalité, moi, ce qui m'a choqué, c'est la note de la communauté francophone de Star Trek qui, d'habitude, surnote un peu. Et là, 6,29, quoi. Il a dû se manger plusieurs zéros, je pense. Bien, ben voilà. Mettre un 0 à un épisode, c'est ridicule. Je m'excuse, là. Faites ce que vous voulez dans votre vie, là. Mais si vous en allez mettre ou un 100 sur IMDb ou un 0, c'est ridicule. Il n'y a rien qui vaut 100 puis il n'y a rien qui vaut 0. Merde, alors c'est mon loisir préféré de mettre des 100 et des 0 sur IMDb. Merde, faut que je repense ma vie. Non, mais c'est bien parce que ça non, fait... c'est pas vrai, je note jamais rien. C'est surtout pour ça. Je pense que c'est parce que justement, ils veulent essayer de contrer la tendance. Oui, voilà, c'est pour se battre les uns les autres. Du coup, on a des séries et forcément, avec une moyenne de 50 sur 100. Une scène, il y a forcément quelque chose qui vaut au moins 1 sur 100, tu sais. Oh, ouais, toujours. Mais là, ouais. Enfin bon, bref. Là, je le fais pour donner une tendance, une vision en francophonie, quoi. C'est pas. Oui. Bref. Non, mais c'est intéressant d'avoir un point de référence comme ça. Pour revenir à ce que je disais sur l'épisode, parce que du coup j'ai parlé du visuel, mais je n'ai pas parlé du reste. Je trouve que un peu comme pas mal, je pense, ça sera le cas de pas mal d'épisodes de cette saison. C'est pas un épisode philosophique où on va se poser des grandes questions sur l'humanité, le rapport à l'autre, etc. Par contre, c'est un épisode qui construit des bases pour la suite et pour ce qui va arriver par la suite et où il y aura des choses un peu plus philo, un petit peu plus avec plus de réflexion. Mais c'est vraiment un épisode qui construit la narration et qui construit des bases solides pour raconter une histoire qui va fonctionner et qui va avoir une structure bien faite. Et c'est vraiment ça que j'apprécie dans ces épisodes, ce début de saison. C'est que voilà, on a une narration qui est vraiment carrée, tu vois, qui savent où ils vont. Et qui prépare ce qui va arriver en fait. Et ça, c'est quelque chose qui est assez agréable. Ok. Voilà. C'est vrai. Mais de toute façon, ils ont eu tout l'été pour écrire cet épisode, cette saison. 2 mois pour écrire 25 épisodes.
Ok, ben merci beaucoup à tous les deux pour cet enregistrement, ce retour sur cette review d'épisode. On se retrouve dans quelques semaines. Je ne sais pas si dans un mois ou dans 2 semaines, on va voir le rythme qu'on va prendre. Je sais que j'ai déjà dit ça dans les précédents, mais c'est suivant notre vitesse d'enregistrement, nos capacités, que ça va établir notre capacité de diffusion. N'oubliez pas, s'il vous plaît, de partager cette émission et de nous dire ce que vous en avez pensé, que ce soit en visuel ou en privé. On vous invite. Abonnez-vous à la chaîne Trek on the Tube. 10 000 abonnés avant la fin de l'été. Ce sera fait. C'est une promesse, Sean. Tu vas pouvoir faire gagner de la YouTube money. Et on se retrouve très bientôt. À bientôt. À bientôt. Oh Là